Salam alaikum, Azul, bonsoir. La meilleure défense est l'attaque. Je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est tellement vrai. Dans tous les cas de figure, à moins d'être dans une forteresse inexpugnable où l'assiégé peut tenir le temps qu'il faudra. Sinon, dans la vie de tous les jours, et tout particulièrement en politique, cette stratégie est tout le temps et en toutes circonstances celle des gens foncièrement malhonnêtes, des régimes prédateurs, des despotes et des mafiocrates. Quand ces gens dont la mainmise sur ce qu'ils considèrent être leur troupeau est remise en cause et qu'ils disposent encore des mêmes moyens qui leur ont permis de prendre et de garder le pouvoir, ils passent toujours et systématiquement à l'attaque plutôt que d'accepter de s'en aller, de rendre compte ou de faire amende honorable. Ils ne s'en vont, n'acceptent de rendre le tablier et ne font part de leurs regrets que s'ils ne disposent plus de leurs habituels moyens de rétorsion ou de répression. Cela fut le cas, on s'en rappelle, de l'ex-président tunisien. L'armée a non seulement refusé de se laisser utiliser par lui contre son peuple, mais elle alla jusqu'à le mettre dans un avion et de l'envoyer ailleurs. Nous connaissons tous la suite. Mais lorsque les despotes continuent de disposer des moyens qui leur ont servi à asservir leur peuple, ils n'hésitent pas à s'en servir pour se maintenir à la tête de leur peuple respectif, même si ceux-ci les contestent massivement, comme c'est le cas aujourd'hui, en Algérie, où tout un peuple est dans la rue depuis 8 mois, de la façon la plus pacifique et la plus civilisée qui soit. Les revendications du peuple algérien sont pourtant on ne peut plus légitimes. Ils ont refusé qu'un président trompe-l'œil, grand invalide et qui était à la tête du pays depuis 20 ans et qui n'avait servi que de façade pour son 4e mandat en raison de sa totale incapacité physique et mentale. Les Algériens ont refusé à ce qu'il soit reconduit, tout simplement, à un 5e mandat. Et plutôt que de se rendre à l'évidence et de comprendre que plus jamais ce régime ne pourrait faire subir au pays ce qu'il lui avait fait subir pendant 60 ans, plutôt que de négocier une transition à la tunisienne et négocier une retraite un tant soit peu honorable, le régime fit tout pour étouffer les justes aspirations du peuple algérien. Il passa donc à l'attaque et ne craignit pas le ridicule en recourant à l'invention de l'ennemi intérieur et de l'ennemi extérieur, en discourant sans fin sur une conspiration de puissances internationales contre la patrie. Et il fait tout pour faire passer coûte que coûte le 5e mandat. Mais la résistance à cette mascarade, unique en son genre dans l'histoire des peuples, n'a pas faibli. Le régime a alors battu le rappel de toutes ses troupes, rappelez-vous, et il a puisé dans les caisses de la nation pour déclencher contre ceux qui le contestent une contre-révolution massive qui ne se refusait aucun moyen, ni aucun mensonge, mais en vain. Le peuple tenait bon et ne céda pas d'un pouce, bien au contraire. Alors, comme les chefs de l'armée, les véritables maîtres du jeu, ceux-là même qui avaient imposé le président grabataire à la fin d'un 3e, puis à un 4e mandat, comme ils craignaient, ces gens, que la troupe ne puisse rallier le peuple et se retourner contre eux, ils passèrent
encore plusieurs fois à l'attaque, chaque fois de façon différente. Ils annulèrent les élections, puis prolongèrent le 4e mandat. Ils sont passés à l'attaque d'une façon inédite et ils mirent en branle une stratégie jusque-là inouïe, puisqu'ils se mirent à jeter leurs propres sbires, leurs propres clients, leurs propres complices en pâture à ce qu'ils disaient être une foule dont ils croyaient pouvoir calmer les ardeurs en leur sacrifiant 2 ex-premiers ministres, des généraux, des ministres, des personnalités en tout genre, personnalités entre guillemets bien sûr, le propre frère du président qu'ils avaient cherché à imposer pour un 5e mandat, et de très nombreux barons et baronnets du régime, particulièrement exécrés par le peuple. Ils les ont choisis pour pouvoir gagner à moindre prix la sympathie du même peuple. Ce fut, encore une fois, peine perdue. Hormis quelques rares naïfs ou des alliés naturels du régime, les Algériens ne se laissèrent pas berner. Alors, les chefs de l'armée entreprirent de passer outre les revendications populaires et tentèrent de convoquer des élections présidentielles cousues main, puis installèrent un chef d'État provisoire qu'ils contrôlaient, et ils en arrivèrent même à faire prendre le contrôle du pays par leur chef d'état-major directement, sans plus s'en cacher, jusqu'à faire convoquer par celui-ci le corps électoral depuis une caserne, pour des présidentielles jouées par avance et même à en décider la date. Le chef d'État fantoche, M. Ben Saleh, n'est plus qu'à exécuter ce que le chef d'état-major avait décidé. Le peuple algérien ne se le tint pas pour dit et monta en cadence dans ses revendications, puisque depuis, il exigeait une république où l'armée ne devait plus jouer un quelconque rôle, si ce n'est son rôle constitutionnel de défense du territoire. Les slogans et les revendications ciblaient désormais directement les chefs de l'armée. Entre-temps, ceux-ci, les chefs de l'armée, étaient encore passés à l'attaque de 1001 manières, dans le même temps qu'ils disaient accompagner la révolution, accompagner le Hirak. Ils faisaient tout pour le contraindre, pour l'étouffer, pour le disperser, pour monter les Algériens les uns contre les autres, allant jusqu'à se servir de certains de leurs relais pour appeler à la guerre civile contre la région la plus contestataire du pays. Peine perdue, là aussi. Le peuple n'avait jamais été aussi soudé, aussi fraternel, ni aussi lucide. Alors, le régime passa encore à l'attaque, en faisant incarcérer tous ceux qui étaient les plus visibles au sein de la contestation. Et là aussi, et là non plus, rien n'y fit. Cela leur fut particulièrement contre-productif à ces gens, à ces chefs de l'armée, puisque les militants incarcérés étaient devenus des héros. Mais pour ce régime, la stratégie continuait de plus belle, de se déployer dans l'obstinée et la seule stratégie qui lui restait, la meilleure défense et l'attaque. Et ce régime ne fit que ça. Menaces, accusations de haute trahison, dénonciations calomnieuses, et même plus, puisqu'il ne craint pas d'affirmer que le peuple est à ses côtés, que le peuple n'aspire à rien d'autre qu'à ces présidentielles cousues main, et que le 12 décembre, ce même peuple donnera une leçon historique aux, nous dit-il, aux traîtres qui osent le contester. La meilleure défense est l'attaque. L'attaque tous azimuts contre le peuple, contre ses rêves, contre l'avenir de la nation et sa pérennité. Et la meilleure preuve, on est cet arsenal de lois scélérates qu'il est en train de faire valider par son Parlement tout aussi fantoche que son chef d'État. Des lois qui engagent l'avenir du pays et qui le compromettent gravement. Une fuite en avant
suicidaire qui finira par le fracasser contre le mur sur lequel il se précipite de lui-même. All right, again. تحت الرعاية السامية لفخامة الشعب. كيفاش حبيتني نفوطي والحكومة انتوما دستور انتوما حسبتونا ماشي فاهمين. التخريب انتوما والتزوير انتوما بعتوا البلاد يا الخاينين. كيفاش حبيتني نفوطي والولاية انتوما الصندوق انتوما حسبتونا ماشي فاهمين. المرفوض انتوما ورا المضاد انتوما بعتوا البلاد يا الخاينين. وغملوا الكراسة فاحت الفراسة السيستم ديكاجو. وغملوا الكراسة فاحت الفراسة السيستم ديكاجو. وغملوا الكراسة فاحت الفراسة السيستم ديكاجو. وغملوا الكراسة. Régime algérien, la fuite en avant. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Brahim Younsi, ancien cadre du MDA de 1982 à 1988. Voilà. Ça y est, Merci ça, d'être ça avec rentre. nous. Ça y est, ça rentre. Enfin, ça rentre parce que vous insistez. Moi, j'aurais voulu une autre Et présentation. c'est comme ça que font les instituteurs, ils insistent pour que l'élève... Voilà, c'est comme ça qu'on fait du conditionnement Tout à fait. des masses. Tout à fait. Aussi. C'est ce que dit Gustave Le Bon. Voilà. Et notre ami Idir Noren, analyste politique. Idir Noren, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Ce Benchenouf, concernant M. Brahim, c'est la force de la répétition qui fait la réputation. Ah, Oui, aïe, aïe, aïe. Et voilà. Ça, c'est Monsieur- bien dit. C'est bien dit. Et depuis Maskar, avec nous, notre ami Brahim Snoussi, universitaire. Brahim Snoussi, merci d'être avec nous. مساء النور. اهلا بك سي ابراهيم. واش راه الناس معسكر؟ شكرا. نعم راهم لاباس الحمد لله. الحمد لله. Restez avec nous, c'est Ibrahim. Nous allons voir quelques images de la manifestation des étudiants d'hier et nous revenons tout de suite au débat. Brahim Snoussi, vous qui êtes universitaire, ces étudiants qui marchent chaque mardi et qui sont rejoints par des citoyens qui ne sont pas étudiants, mais qui viennent
marcher avec eux et même les protéger par rapport au mardi passé où ils ont été très brutalement réprimés à Alger. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cet éveil, je ne dis pas réveil, hein, de l'université qu'on croyait à un certain moment morte et enterrée? En effet, je veux dire que le cadavre bouge enfin. Et il bouge d'une manière inattendue, il faut le dire. Et ce qui est extraordinaire, je pense, dans ce mouvement des étudiants, c'est que ça montre que la société algérienne a choisi de se mêler de ce qui la regarde, c'est-à-dire de la manière dont elle est gouvernée, de la manière dont sont utilisés les subsides, de la manière dont on débat avec les pays étrangers, etc. Bref, ce que devient leur richesse administrée par l'actuel pouvoir. Voilà. Et puis, il y a une autre chose que j'ai relevée, qui m'interpelle beaucoup, c'est que là, je ne parlerai pas seulement des étudiants, je parle de l'ensemble de la société algérienne. Dans les marches, il n'y a aucune revendication à caractère social. Il n'y a pas de demande d'appartement. Il n'y a pas de demande de subsides, de subventions, etc. etc. Ça a disparu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de problèmes de cet ordre. Au contraire, ils sont très très nombreux. Mais je pense qu'ils réalisent que ces problèmes ne peuvent pas être réglés dans la situation actuelle. Voilà. Restez avec nous, Brahim Snoussi. On va faire un tour de micro. C'est vrai, hein, aucune revendication socio-professionnelle ni d'ordre social, juste un grand rêve que les Algériens portent à bout de bras depuis 8 mois maintenant. Tout à fait. Et puis, bon, j'ajouterais encore, je ne voudrais pas aller un peu plus loin, mais rajouterais un élément. Il n'y a aussi aucune revendication d'ordre idéologique. C'est très important. Oui. Et évidemment, il n'y a pas de revendication sociale. Ça veut dire tout simplement que le peuple algérien est devenu mature. Il est conscient, comme l'a dit M. Snoussi de Mascara, de son rôle. J'ai l'impression que maintenant, l'Algérien ou l'Algérienne a repris de plein pied sa citoyenneté. Sa citoyenneté autour de laquelle, évidemment, nous devons construire la transition et le prochain État. Et dans ce cadre-là, moi, je pense que les étudiants restent la force vive du pays. Les politiques qui sont installés et qui sont supposés être dans l'opposition doivent les accompagner. C'est une jeunesse, comme je l'ai dit souvent, mondialisée. C'est une jeunesse qui ne s'est pas réveillée. Je pense qu'elle a dû maturer. On est arrivé à un degré de maturation, et même les marches, parce que M. Snoussi disait, même les marches du vendredi, c'est transgénérationnel. Il n'y a pas de revendication idéologique, il n'y a pas de revendication corporatiste, il n'y a pas de revendication sociale, ce qui laisse supposer que nous sommes en plein dans le cœur de cible, c'est-à-dire au niveau de la symbolique, que ceux qui sont dans la symbolique de l'État doivent partir, évidemment, je crois que c'est un préalable. Et à partir de ce moment-là, s'il y a une inflexion de l'état-major à ce niveau-là et qui donne des gages, on peut peut-être envisager une petite sortie de crise. Oui, c'est vrai. Alors, pas de revendication idéologique. Bien au contraire, des gens qui sont à la limite dans des ancrages divergents. Clivants. Tout à fait. Sont côte à côte, des gens de deux sexes, des gens de tous les âges, des étudiants accompagnés par des retraités qui vont les protéger, un peuple qu'on croyait quasiment mort et enterré et qui se réveille, mais d'une façon absolument incroyable. Comment tout cela a-t-il été possible? Je crois que la semaine dernière, je vous ai parlé de la double contradiction qu'avaient certains partis politiques algériens avant le 1er novembre. La contradiction sociale et la contradiction nationale. La contradiction sociale, c'était une demande à la France de régler la question sociale. Comment ça, la France? Non, je dis avant le 1er novembre. Ah, d'accord, parfait. Cette contradiction se pose de nouveau aujourd'hui, mais de façon inverse. La contradiction fondamentale aujourd'hui,
c'est la question politique. C'est la vrai. question Je me rappelle politique. maintenant que vous nous l'aviez dit. Absolument. Oui, oui, oui. C'est la question politique. Donc la question sociale ou la revendication sociale Et remisée au second. est une contradiction qui est devenue secondaire parce que le Parti communiste algérien parlait de contradiction primaire et de contradiction secondaire. La contradiction secondaire, c'était la question nationale, ça veut dire la question politique. Aujourd'hui, au contraire, la contradiction secondaire de l'époque est devenue la contradiction première. On remise toutes nos difficultés, toutes nos misères. On ne parle que de la démocratie, de la Tout à République, fait. du droit, des Tout à élections fait. transparentes. Cela ne veut des pas libertés. dire, par ailleurs, c'est vrai que la question idéologique est évacuée. Elle va se poser, Brahim. Voilà, c'est ce que je veux dire. Elle se posera à un moment ou à un autre. Quand le moment sera venu, quand on nous aura réussi l'essentiel. Tout Dans à un fait. climat Mais apaisé, en en attendant, plus. Dans un climat. mais en attendant, il y a quelqu'un qui est dans l'idéologie. C'est l'état-major. Et Vous l'état-major, pensez vous qu'il l'avez est dans dit, l'idéologie? je vais vous dire laquelle. Dites-moi. Je vais vous dire laquelle. Il est dans l'idéologie de la terreur. D'accord. Attaquer, la meilleure défense, c'est l'attaque. Absolument. C'est ce que j'allais vous dire, vous l'avez dit. Mais moi, je ne dirais pas de ça que c'est une idéologie. Je dirais que c'est une panique, c'est une réaction de Ça bêtes peut être une blessées, panique. de Bon, fauves acculés. C'est une idéologie quand même. D'accord. C'est une idéologie. quand même. Alors, et Il les est dans étudiants l'idéologie de la terreur. Mais pourquoi le fait-il? C'est ça qui est, à mon sens, important. Pourquoi le fait-il? Oui. Il le fait pour deux raisons principales, fondamentales. Première raison, c'est que le peuple prend la parole. Et prendre la parole, c'est un acte de pouvoir. Oui. Deuxième raison, qui est aussi importante, sinon plus importante, c'est la mobilité. C'est la mobilité. La mobilité qui le sort de l'exclusion. L'immobilisme, c'est être exclu. La mobilité voulait dire d'un des peuple en manifestations. marche. Bien sûr. D'accord. De la mobilité. Pourquoi j'utilise le mot mobilité? Parce qu'il y a un philosophe et sociologue américain, Zygmunt Bauman, qui a parlé de la mobilité. Et de la mobilité comme enjeu de pouvoir et de légitimation. Et on a souvent parlé aussi, ici, de la légitimation. C'est la raison pour laquelle j'utilise cela. Et le mot mobilité. Et constatation que nous faisons tous, c'est que après l'appropriation ou la réappropriation des espaces territoriaux, des espaces symboliques, le peuple reprend la parole et est dans la revendication, dans une alternative au pouvoir, et dans une alternative sérieuse. Pourquoi? Parce que la société a changé, les mentalités ont changé, les idées ont changé. Et ce changement fait que l'alternative devient très sérieuse. Mais là, il n'est pas dans une dynamique de réappropriation de sa propre souveraineté? Oui, mais nous en parlerons tout à l'heure, Oui, si oui, vous oui. voulez. Moi, j'ai envie de parler de la loi. Oui, on va y arriver. Sur les Mais d'abord, hydrocarbures, parce d'abord, qu'elle pose d'abord une question de souveraineté. Bien sûr, et de légitimité. Oui. Alors, nous allons, essentiellement, si vous voulez. Edil voulait dire Oui, quelque juste chose? par rapport à ce que disait Brahim là, quand il parlait de territoire, il faut dire aussi que les territoires, comme ils se sont appropriés à la fois l'espace, qui dit l'espace, ils y vivent, l'aspect politique, ils ont repris une certaine autonomie par rapport au pouvoir central, par rapport au commandement de l'armée. C'est juste pour abonder, sur ce que disait Brahim. Nous étions Tout à fait. en situation d'hétéronomie. Aujourd'hui, il y a une autonomisation Tout à fait. qui est en train de se Voilà, produire. c'est juste ce que vous Tout à fait. apportez comme Tout à précision. fait. Brahim Snoussi voulait dire quelque chose avant qu'on ne passe au point suivant? Je voulais dire juste, c'est peut-être un peu anecdotique, mais ça illustre la manière dont a été dont a été découpé le territoire en Algérie en quelque sorte, sous les gouvernements précédents. Vous savez que la moindre petite ville a une université en Algérie. Il y a des universités partout. Mais la science n'a pas avancé pour autant. Alors, dans ces universités, vous trouvez des gens qui ont été à l'école primaire. Je parle de Mascara, par exemple. C'est un exemple, mais on peut l'étendre à toutes les localités de la même ampleur. Il y a des gens qui ont été à l'école maternelle
à Mascara, à l'école primaire à Mascara, au collège à Mascara, au lycée à Mascara, à l'université à Mascara. Ils ont fait des thèses et ils les ont soutenues à Mascara. Et à la fin, ils se retrouvent directeurs de recherche, etc., à Mascara. Et c'est des gens qui n'ont rien connu d'autre que la ville où ils sont nés. Ce qui s'est passé avec les 8 mois passés, les 8 mois qui viennent de s'écouler, c'est la redécouverte par les Algériens des autres Algériens et la reconnaissance. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et il faut le souligner. C'est très important. Avant, je veux dire, quand il y avait des mots qui sortaient et qui n'étaient pas toujours bien pesés à l'égard des autres parties du territoire par méconnaissance. On n'aime pas ce qu'on ne connaît pas. Et ça a disparu. Ça a disparu complètement. Et là, on peut dire que l'Algérie, actuellement, fait peuple. Elle fait peuple et elle est sur le point de faire société. Voilà. Restez avec nous, nous allons donc revenir au thème central de notre émission d'aujourd'hui. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et nous allons voir monsieur le chef d'état-major à l'œuvre. Nous allons voir 3 extraits de ses différents discours. Et je vous demande de bien observer ses mimiques, sa façon de parler, de haranguer, de menacer. Regardez. قد استطاع الشعب الجزائري حتى الآن أن يبلغ محطة بالغة حساسية في تاريخ الجزائر بفضل وعيه وغيرته على وطنه وتحمله لمسؤوليته بكامل بكل جدية ووعي وإصرار على مواجهة هذا التحدي الذي تمثله هذه الأجندة المعادية السالفة الذكر. والأكيد أن أنجع سبيل يكفل للشعب الجزائري كسب كافة الرهانات الحاضرة والمستقبلية، وهو الانتباه للمغالطات المتكررة المستمرة التي تبناها بكل وقاحة هذه الشرذمة الضالة التي تريد أن تفرض رؤيتها المنحرفة على أغلبية الشعب الجزائري من خلال توظيف فروعها الإعلامية داخل وخارج الوطن وتجنيد بعض الأبواق المأجورة التي تنعق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، هذا إلى وسائل التسخير المغرض للمسيرات الشعبية والطلابية. أن تتحقق أمام هذه العصابة وأذنابها ومن يسير في فلكها، لأن المؤسسة العسكرية ونجدد التأكيد على ذلك بإلحاح ستواجه وستصدى بكل قوة وصرامة رفقة كافة الوطنيين المخلصين والأوفياء لعهد الشهداء الأبرار لهذه الجهات المغرضة. ولن نسمح لأي كان المساس بسمعة الجزائر بين الأمم وتاريخها المجيد وعزة شعبها الأصيل، وسنعمل معا ودون هوادة على إفشال المخططات الخبيثة لهذه الجهات وهؤلاء الأشخاص مهجورين الذين أصبحت مواقفهم متغيرة متناقضة باستمرار، لأنها ليست نابعة، أقول ليست نابعة من أفكارهم، بل أملاها عليهم أسيادهم الذين يتحكمون فيهم ويوجهونهم حسب أهوائهم. ليست بحاجة لمثل هؤلاء البشر، بل هي بحاجة إلى الوطنيين المخلصين الذين يعملون وفق خطوط مدروسة متحملين بذلك بروح المسؤولية والتحفظ. Idir Onoren, que vous inspire d'un côté cette violence verbale et de l'autre côté j'allais dire ce populisme? Il est en train de parler du peuple comme si le peuple qui est dans la rue est en train de manifester pour Gaïd Salah et pour les élections. Ça participe aussi de mystification quelque part. Je pense qu'il n'entend pas bien quelque part.
ce qu'il y a, c'est qu'il est en train de, par ses méthodes, par son discours politique, qui n'a pas... parce qu'encore une fois, quand il dit on va aux élections, il n'y a pas de programme politique derrière. Alors la question qu'il faut se poser, mettons que ces élections aient lieu, sur quelle assemblée va-t-il, le nouveau président va-t-il, il est obligé de dissoudre. L'ensemble des candidats n'ont pas de parti politique. Mais ça ne vous étonne pas que ce soit le chef d'état-major qui parle comme ça, tout à fait. qui tient un tel discours et qui est applaudi par qui? Par des militaires. Tout à fait. D'abord, Et des militaires qui notent tout ce qu'il leur raconte. Bon, hein. tout à fait. Ce qu'il y a lieu de dire aussi, c'est qu'il faut... le commandement militaire a mis le pays sous monopole. À tous les niveaux, que ce soit politique, culturel, économique. Mais d'habitude, ils se servent d'une façade. Tout à fait. Mais là, ils se cachent derrière. Mais là, et d'ailleurs, lui-même, avant d'interrompre le 5e mandat, revenir, il disait non, nous, l'armée, on ne fait pas de politique. Nous, on est une armée républicaine. Nous nous confinons à nos prérogatives constitutionnelles. Il les a largement dépassées, ces prérogatives constitutionnelles. Et comment? Encore une fois, quand ça l'arrange, c'est la Constitution. Mais à partir du moment où il opère des nominations à tous les niveaux, où il fait ce qu'il veut, où il ordonne, où il soumet quelquefois, c'est lui, il a mis le pays tout entier sous monopole. Et le peuple qui est dans la roue lui dit non. Oui. Ils ne veulent plus de ce type de procédé. Son logiciel, c'est le logiciel des années 70. Et ça ne peut plus marcher. Brahim disait tout à l'heure, et j'aurais terminé, le pays a changé, sa population a changé, la pyramide des âges a changé, l'éducation a changé, les réseaux sociaux sont là, c'est une société mondialisée. Il y a un réseau social qui l'attaque avec violence. Non, évidemment, c'est pour ça que j'en parle. Ouais. Donc, les réseaux sociaux, et qui plus est, avec une maturité, avec un pacifisme, ils posent des vrais problèmes, des problèmes de transition. Le peuple n'est pas contre les élections, M. Benchnouf. Il ne veut pas des élections organisées, encore une fois, par toute une symbolique qu'il décrit, eux. Ils ne sont pas d'accord. Donc, à partir de ce moment-là, c'est deux forces parallèles. Mais à quel moment vont-ils se rencontrer pour dénouer la crise? Et quand il dit l'Aïsaba, donc ceux qui ont, je suppose que vous allez en parler, sur la déclaration des 19, c'est des traîtres aussi. M. Benito est un traître. On va y arriver. Il est un traître. On ne peut pas. Aïsaba, c'est quiconque est contre Gaïd Salah, contre les élections. Contre les élections, contre les chefs de l'armée, qui sont les vrais maîtres du jeu. Le commandement militaire, juste je termine Brahim et je te laisse la parole, le commandement militaire est en train de justifier le manque de légitimité du gouvernement et de la présidence de l'État. Il a pris leur place. Ouais. Il y a le délai constitutionnel qui est passé, il a pris leur place. Et pourquoi il n'a pas carrément décrété un état de siège Il y a des conditions et des normes pour décréter. Et puis c'est tout. Hein, c'est la même chose. C'est un état de siège qui ne se dit pas. Il n'est pas interdit de penser que si l'évolution des choses arrive un peu à se viriliser, on va dire, tout est possible. Mais là, on en parlera après. Donc. Ce que l'état-major et le chef d'état-major, je crois qu'ils le savent, mais qu'ils le négligent, c'est qu'il y a une sorte de décolonisation des cerveaux algériens. Quand je dis les cerveaux, c'est notre cerveau collectif. Notre cerveau collectif. Et puis, depuis 2013, les Algériens ont été habitués à une sorte, pardonnez-moi, passez-moi l'expression, à une absence de parole, à une absence de discours, pardonnez-moi l'expression, à une constipation verbale. Après la diarrhée verbale? Aujourd'hui, nous avons le contraire. Nous avons l'incontinence verbale. Et cette incontinence verbale, vous l'avez dit dans votre édito, révèle une déréliction du système. Le système parle beaucoup, alors qu'on a été habitué au silence total. De la part de l'armée, du vrai pouvoir. Y compris de l'autorité politique de l'époque. Je veux parler de Abdelaziz Bouteflika. Ah, Bouteflika, d'accord, c'est vrai. Les Algériens étaient parce qu'il était dans l'incapacité de parler, tout simplement. Nous étions dans le mutisme. Mais quand il parlait, il nous avait gavés. Ben justement, nous étions dans un mutisme total. Ouais. Aujourd'hui, je sens cette déréliction. Qu'est-ce que veut nous dire le chef d'état-major et l'état-major? C'est que vous nous abandonnez.
Ils sont dans l'abandon. Et ils sont dans la panique. Oui, évidemment. Ils ont peur. Ils le sont, oui. Ah ben, on l'a répété 1000 fois ici chez vous. Oui, mais on ne le dira jamais assez oui, que cette façon de vociférer, de menacer, de calomnier, de traiter les gens de traîtres, d'agents de l'étranger, des millions de gens. Il est en train d'insulter des millions de gens. Oui, mais ça veut dire que ça ne peut être impulsé que par une peur panique. Ben absolument. Mais absolument. C'est la raison pour laquelle je parle de cette déréliction, de ce sentiment d'abandon que l'état-major sent. Brahim Senoussi, sur ces questions. J'ai du mal à entendre. Le niveau est assez faible, le niveau sonore. Ah, j'espère que la régie va régler ce problème. Mais sinon, nous étions en train de parler de cette violence verbale du chef d'état-major, dans le même temps qu'il caresse dans le sens du poil, de temps en temps, la foule, comme il dit lui, dans ce sens que tous les gens qui sont dehors, à la limite, ils sont du côté de l'état-major et ils ne rêvent que d'aller voter comme un seul et même troupeau. Oui, ça c'est un discours convenu, c'est celui qu'il tient, c'est d'accord. Mais on n'a pas parlé de, je ne sais pas si c'est prévu au programme, de parler des personnalités qui ont essayé d'infléchir sa position. Est-ce qu'on peut en parler maintenant, non? On vous écoute, Brahim Senoussi. On vous écoute. On vous écoute. D'accord. Il y a des personnalités qui ont pris l'initiative pour demander à M. Gaïd Salah alors, ce qui est notable dans cette initiative, c'est qu'elle appelle à la raison, tout le monde a la raison, mais elle ne prend pas position contre les élections présidentielles. Ça veut dire c'est quand même une initiative responsable, entre guillemets, qui laisse la porte ouverte à un échange, théoriquement. Parce que, pardon, Brahim Senoussi, pardon, moi je suis en train de lire un chapeau d'un journal, Interligne, que ces personnalités appellent le pouvoir à faire avec sagesse une nouvelle lecture de la réalité et de ne pas s'aventurer dans une échéance présidentielle sans consensus national préalable. Ce n'est pas moi, c'est ce que j'ai lu dans le journal Al-Watan. Alors on n'a pas les mêmes sources. Ah oui, probablement, ça doit être un commentaire. Ça doit être un commentaire. C'est peut-être un commentaire, d'accord. En tout cas, Al-Watan, il ne parle pas du tout de ça. Il ne présente pas les choses de la même manière. Et voilà. Oui, et le problème, c'est que cette initiative, c'est une répétition d'une précédente. C'est la même chose que ce qui avait été fait précédemment par d'autres personnes, dont Taleb Ibrahimi et quelques autres. Et moi, ce qui m'inquiète, parce que maintenant je suis dans l'inquiétude, c'est qu'on sait que l'histoire est tragique. Et si il suffit d'un petit élément, d'accord, qui nous échappe, et il peut y avoir un dérapage qui peut rappeler des souvenirs atroces, d'accord, et qui sont pas très loin de nous dans l'histoire. Et je me demande par quels moyens on peut éventuellement freiner cette course. Voilà. Mais sinon, est-ce que l'état-major, c'est-à-dire M. Ahmed Gaïd Salah et tous ceux qui sont autour de lui ou derrière lui, qu'on ne voit pas, il est le seul visible, la seule partie émergée de l'iceberg, est-ce que vous pensez qu'il pourrait saisir, lui et ses amis, qu'il pourrait saisir cette ultime chance avant les élections, non seulement de revenir sur cette oukase des élections, mais aussi de sortir par la grande porte, d'accepter de négocier avec le peuple algérien, d'aider à l'émergence de vrais représentants du peuple pour pouvoir négocier avec eux? Là, ça n'en prend pas le chemin, évidemment. Mais j'espère que
Au bord, quand on arrive au bord d'un précipice, on se dit peut-être qu'il vaut mieux s'arrêter. Il vaut mieux essayer de trouver un autre chemin. Voilà. Et j'espère que c'est ce qui va arriver dans les jours ou les semaines qui viennent. Parce que sinon, ça peut être tragique. Et ça, c'est une inquiétude que les gens commencent à ressentir d'ailleurs, hein, y compris dans les marches, etc. Le caractère festif, il est un peu pas aboli, bien sûr, il est toujours là, et l'inventivité, etc., etc. Mais il y a un fond d'inquiétude, un fond d'angoisse de la part des gens, parce qu'ils sentent que quelque chose leur échappe en quelque sorte. Quelque chose se fait sans eux, et ils ont peur de ce quelque chose. Voilà. Faut-il craindre, Brahim Snoussi, j'allais dire, un sursaut de bêtes blessées, de fauves acculés qui pourraient nous mener, à Dieu ne plaise, vers une situation qui n'est pas souhaitable? Je ne sais pas, mais je pense que c'est dans le champ des possibles. Voilà. Restez avec nous, nous allons encore voir des extraits de ce que nous dit M. Ahmed Gaïd Saleh, puis nous irons vers cette initiative de ces gens, de ces messieurs, les personnalités. Et puis, nous discuterons des lois qui sont en train de passer en catimini pendant qu'on nous occupe avec une loi principale, celle des hydrocarbures, dont on ne sait pas grand-chose. Dans le même temps, d'autres lois passent en catimini qui semblent assez graves pour un Parlement qui n'est pas très légitime, qui est même le moins légitime, le Parlement le moins bien élu au monde, hein, tenez-vous bien, le Parlement algérien est le moins bien élu du monde. Nous allons écouter M. Ahmed Gaïd Saleh. بكل إصرار على ضمان بلوغها في ظروف آمنة ومستقرة على الرغم من العقبات التي يحاول الرافضون ليسير الحسن لهذا المسار الدستوري الصائب ووضعها في طريق على غرار رفع شعارات كاذبة ومفضوحة الأهداف والنوايا مثل مطالبة بالدولة المدنية وليس الدولة العسكرية. إنها أفكار مسمومة أملتها عليهم دوائر معادلة للجزائر ومؤسستها الدستورية، دوائر تكون حقدا نافيا للجيش الوطني الشعبي لجيش التحرير الوطني ولقيادته الوطنية التي أثبتت بالقول والعمل أنها في خدمة الخط الوطني المبدئي للشعب الجزائري وأنها ثابتة الوفاء على العهد الذي قطعته أمام الله والشعب. هناك أطراف من أذناب العصابة ذات النواسية تعمل على جعل من حرية النقل ذريعة لتبرير سلوكها من خلال زج الأسبوعي بعدد من المواطنين يتم جلبهم من مختلف ولايات وعليه فقط تسديد تعليمات إلى الدرك الوطني بغرض تصدي الصارم لهذه التصرفات. Brahim Younsi, sur cette initiative de ces personnalités nationales, dont certains, vous pourriez nous citer quelques-unes. Alors, Ahmed Talib Ibrahimi, Maître Ali Yahya Abdelnour, Ahmed Ben Bitour, Abdelaziz Rahabi, Nasser Djabi, Maître Abdelghani Badi et d'autres personnalités, 18 en tout, je crois. 19. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une énième initiative. Mais qui a du mérite quand même. Oui, même sûr, si, comme nous l'a dit Brahim Snoussi, c'est assez rond, ça ne va pas au fond des choses. Il est souhaitable d'aller vers un dialogue, négociation, ne pas convoquer comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... C'est vrai, j'étais en train de parcourir, il n'y a pas de condamnation claire et nette de ce processus scélérat. Ils semblent avoir mis un peu d'eau dans leur benne, de contourner un peu les choses. Non. Je dis c'est une énième initiative, ce n'est pas pour la discréditer, au contraire. Oui, d'accord. Toute initiative est bonne à faire. Cette initiative s'adresse au pouvoir, s'adresse à l'état-major. D'accord. C'est une initiative, j'allais dire, personnelle. Ce sont des personnalités, comme vous dites, qui n'ont pas été délégués par la Révolution. C'est leur propre initiative. C'est très bien, ils s'adressent
au pouvoir. Oui. Pour lui donner... C'est une initiative. Oui, pour lui donner, oui, évidemment, pour lui donner certaines modalités. Pour lui donner certaines modalités. Moi, ce qui me gêne dans cette initiative, dans le texte, Oui. c'est qu'il présume que le peuple algérien serait favorable à une élection présidentielle. Je ne dis pas celle du 12. S'il était consulté. Peu C'est importe. ce qu'il semble suggérer. C'est-à-dire ils appellent à une sorte de consensus fondé sur le dialogue. Oui, oui, Discutons très bien. les uns avec les Mais autres. il me semble, et je peux le dire, comme eux peuvent le dire, que le peuple algérien n'est pas favorable à une élection présidentielle. Avec mais ce régime. Il n'est pas favorable à une élection présidentielle. Il est favorable, même dans un nouveau régime qu'il faut fonder, il est favorable pour une transition et un processus constituant, me semble-t-il. Oui, mais Brahim semble-t-il. Senoussi. Brahim Younsi. Je voulais dire qu'on Brahim allait Senoussi, avoir Brahim une Younsi, confusion. On l'avait Senoussi, dit. Younsi. On l'avait dit. Alors, on l'avait dit. Alors, Brahim Younsi. Vous porterez le mien maintenant, monsieur Senoussi. Brahim Senoussi. Je vais vous appeler Brahim Younsi, comme ça, ce sera sera plus égalité. à égalité. Alors, Brahim Younsi, moi j'ai l'impression, vous avez dit votre point de vue, moi je vous dis le mien, moi j'ai l'impression que les Algériens ne sont pas contre une élection présidentielle. Moi j'en connais même qui disent que le mieux serait d'aller d'abord vers une élection présidentielle avant d'aller vers un processus constituant. Je m'explique, attendez. Pourquoi? Nous parlons de la majorité. Pourquoi? Enfin, je Oui, dis oui, pas. mais il y a des gens qui vous disent le processus constituant risque de poser problème. Il sera tellement polémique, il va embrasser tellement de grandes questions que ça risque de bloquer la machine pendant des années. Alors que si nous allons vers des élections présidentielles, que nous avons un homme qui incarne un peu la souveraineté populaire, la légitimité politique, pour une fois depuis l'indépendance, nous pourrions aller petit pas à pas. Le processus constituant pourrait se faire doucement, on prendrait tout notre temps. Mais ce que les Algériens exigent, surtout selon moi, selon ce que je crois, c'est des élections, d'accord, mais pas avec ces gens, pas avec ce régime, pas avec cette machine à frauder, pas avec cette mafiocratie. Ce que j'entends, Oui. j'entends le contraire. D'accord. J'entends le contraire. J'entends. Oui, je suis d'accord avec vous que beaucoup de gens n'en démordent pas. Bon. Pas d'élection présidentielle maintenant. Pas seulement maintenant, mais aller vers une transition et vers une élection pour une assemblée constituante souveraine du peuple. Mais une Les élection Algériens présidentielle veulent ne serait pas refonder. une transition en soi? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Le président de la République élu aura quel type de prérogative? Il sera élu selon quelle constitution? non, Tout à fait. mais justement, Non. cette transition Non. prévoirait, Vous lui donnez- par exemple, une mini-constitution Oui, mais provisoire. Qui va la lui donner? Il faut d'abord élire, dans ces cas-là, une assemblée nationale. Un congrès où- du peuple, qui aura- Oui, une mais- instance Alors qui pourquoi ne pourrait pas légiférer commencer? Pardon, Seydir, pourquoi ne pas commencer par là? par le processus constituant. Par le processus constituant. Et si ça met Il y a- 3 ou 4 ans? Mais ça peut mettre le temps qu'on le voudra. Et Nous entre-temps, qu'est-ce que nous venons ferions? du mois. Il y a des mécanismes, nous l'avons vécu, parce qu'on parle tellement de 1962, nous l'avons vécu en 1962. Oui, mais ce n'est pas une référence. Non, Excusez-moi. c'est une référence. Non, c'est une référence. L'armée Où des il y avait- frontières, Ben Bella, Attendez. ne vous en déplaise. Là, je vous l'ai dit, c'est tellement complexe. On oui, pourra en je parler. sais. C'est très Oui, complexe. je C'est sais. très complexe. Mais d'ailleurs, souvent, on réduit l'histoire de l'Algérie à un événement, une date et un homme. Voilà, l'histoire de l'Algérie, c'est ça. Mais bon, toujours plus les mêmes. complexe que ça. Oui, beaucoup plus complexe que ça. Et on ne la réduit pas en une phrase. D'ailleurs, pardonnez-moi encore Oui, une mais fois, on ne- je reprends, vous connaissez Paul Venn. On ne la lave pas d'une phrase non plus. Non. Ah, non. ouais. Vous connaissez Paul Venn, l'historien, grand historien, philosophe de l'histoire, etc. Paul Venn parle de vérité première et de vérité vraie. Aujourd'hui, nous sommes dans les vérités premières. Nous ne sommes pas dans les vérités vraies concernant l'histoire. Et puis, souvent, c'est l'effet qui précède la cause. Et on pourra en parler. Ce que je veux dire, ceci dit, je reviens à 62. Qu'est-ce qui s'est passé en 62?
Et c'est les Vous accords. risquez de nous Attendez. dévoyer. de Non, non, notre non, sujet. non, non, pas du tout. C'est l'exécutif provisoire. L'exécutif provisoire avait Avec pour Farès mission, oui, avec Farès, l'exécutif provisoire avait pour mission, par les accords d'Évian, d'aller à une élection constituante, à une élection d'assemblée constituante. L'assemblée constituante a nommé Bembella comme chef du gouvernement. Pas Mais contre c'était plutôt l'armée des frontières qui l'avait imposé. Pas du tout. Mais si, il a si, été si. élu. Non, 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 pas du tout. Il a été élu par l'Assemblée constituante à laquelle participaient beaucoup de gens, dont M. Hussein Ahmed. Oui, Farhat Abbas en était le président, etc., etc. Mais Farhat j'ai Abbas pas- qu'il a lourdement regretté par la suite. oui, mais il peut regretter. Bon, mais c'est vous qui y allez. c'est pas le- Bon, mais il y a une assemblée constituante, une assemblée constituante qui a élu un chef de gouvernement, qui a nommé un gouvernement, qui était responsable devant l'assemblée constituante. Voilà, on peut utiliser le même il processus. faut continuer aussi et parler du putsch qui s'est passé à la salle Atlas. Voilà. L'Assemblée Voilà, constituante. c'est vrai. Ah non, non, Oui, c'est mais- tout aussi non, mais- important. oui, mais- Par contre, je voudrais inviter les téléspectatrices et les téléspectateurs dans votre débat à vous. C'est le débat qui agite les états-majors politiques et la société. Dans vos échanges il y a 2 minutes, en parlant de processus constituant ou de transition, Mais etc. je termine, s'il te plaît, je termine sur la présidentielle. Oui. L'initiative est d'accord, et ça me gêne, personnellement, je le dis, sur le principe de l'organisation d'une élection présidentielle. D'accord. Bon, Mais pourquoi vous seriez-vous contre? Dans la mesure, parce que je suis pour autre chose. Non, dans la Je ne suis mesure, pas que contre. dans la mesure où, Je suis pour autre chose. dans la mesure où les choses pourraient se passer sans ce régime. Ça veut dire où le peuple retrouverait On vient d'en ses parler. pleins moyens. Ça veut dire, est-ce que c'est par rapport à quelque chose de fonctionnel, à des moyens, Est-ce que à vous des considérez- institutions, ou est-ce parce que vous Nous considérez allons que... élire, entre guillemets, un monarque pendant, qui sera là Oui, pendant 5 ans. si vous parlez de cette C'est un- constitution... Oui, c'est cette constitution, Non, vous mais allez l'abroger. Est-ce qu'on Qui ne va pourrait l'abroger? pas, est-ce qu'on ne pourrait pas aller vers une autre constitution provisoire qui soit vraiment élémentaire, qui ne disposerait donc- que des grandes lignes, donc- par exemple sur les élections, sur les pouvoirs aura principaux. Qui aura la légitimité? Mais pourquoi ne pas y penser? Oui, mais d'accord. Une on peut y instance, penser. Mais à ce moment-là- populaire qui naîtrait de la volonté populaire, mais à ce qui moment-là- ne serait pas forcément un Moi, je crois parlement. qu'il faut- Moi, je crois qu'il faut aller au fond des choses, parce qu'il y a tellement de choses qui doivent être débattues. Et là, nous revenons à notre sujet de tout à l'heure. On a dit qu'aujourd'hui, les questions idéologiques sont évacuées. Ah, mais c'est Et il faut- l'essentiel. C'est trouver le modus operandi pour y Absolument, arriver. absolument. Sans ça, ce pays Absolument, n'existera plus dans ce forme actuel. absolument. Par contre, je ne reviendrai pas sur votre débat. Pourquoi? Parce qu'une transition s'impose, en ce qui me concerne. Dans un processus constituant, ça paraît évident. Si on va à une élection avec les mêmes prérogatives, avec la même loi fondamentale qui donne des pouvoirs exorbitants au président de la République, peut-être que le peuple ensuite souverain va décider qu'on doit avoir un régime parlementaire, semi-présidentiel. C'est toutes Tout ces à fait, questions-là tout à fait, qui se régleront au niveau de la transition au-delà Déjà de sur le plan l'idéologie. technique. Oui, Déjà tout à sur le fait. plan technique. Par contre, Se pose M. des questions Benchouf, plus vous avez... fondamentales. je ne sais pas si c'est Brahim ou vous, M. Benchouf, dans la déclaration, moi, il y a une phrase qui me paraît... Nous ne concevons pas la prochaine élection présidentielle comme la consécration d'un processus de dialogue et de consensus. Nous le considérons. Notre pays a besoin, ils affirment, de la conjugaison de toutes les bonnes volontés pour sortir avec une vision unifiée qui fera de la prochaine présidentielle non pas un moyen de maintenir le système et qui dissipera, je saute d'une phrase, les appréhensions de l'institution militaire vis-à-vis d'un pouvoir civil constitutionnel. Vous voulez répéter la dernière phrase? Et qui dit... Et qui se renforce par sa diversité culturelle et politique et qui dissipera les appréhensions de l'institution militaire vis-à-vis d'un pouvoir civil constitutionnel. Ils ont tout écrit, là. Oui, mais si c'est pour rassurer les militaires, leur dire ne craignez pas, il n'y aura pas d'état civil, Ça, c'est un vous aurez communiqué- toujours votre place. Non, ça c'est un communiqué politique, monsieur. Oui, monsieur mais Benchouf. relisez. Oui, oui. Non, j'ai relu. Non, je j'aimerais pense bien c'est que bon. vous nous relisiez la dernière phrase. Il faut l'accrocher à tout Allez-y, paragraphe. allons-y. Nous ne concevons pas la prochaine élection. Ça veut dire nous la concevons pas. D'accord, jusque-là, Donc, c'est clair. très bon. Ça veut dire je suis contre.
Ok. C'est tout. D'accord. Que comme la consécration d'un processus, nous la considérons par ailleurs que comme la consécration d'un processus de dialogue et de consensus. D'accord. Donc ça veut dire Je- il faut jusque-là, parler c'est- au peuple, aux représentants. D'accord. Notre pays a besoin de la conjugaison de toutes les bonnes volontés, donc D'accord. l'ouverture, pour sortir avec une vision unifiée qui fera de la prochaine présidentielle, donc celle-là, oui, la oui. prochaine présidentielle, Ouais. puisque celle-là, ils n'en veulent pas, Ouais. non pas un moyen de maintenir le système en place comme cadre de l'unité nationale qui doit se renforcer par sa diversité culturelle et politique, ce qui dissipera Oui. les appréhensions de l'institution militaire vis-à-vis d'un pouvoir civil constitutionnel, donc légal et légitime. Ça veut dire, non, c'est pour revenir juste à ce niveau-là. Non, moi je c'est que la retiens déclaration- ce qui dissipera les appréhensions d'une armée Oui, c'est important. qui a peur d'une république, d'une vraie république, où le pouvoir ne lui appartiendra plus. Alors, je si c'est voulais ça rebondir. qu'ils sont en train de nous dire, bonjour les dégâts. Ce que je veux vous dire, c'est que pour la première fois, il me semble qu'on a entendu le général, pardon Brahim, le général-major, M. Gaïd Salah, dire il y a des propos à l'intérieur du Hira qui disent Daoula Askaria, etc. Il a Oui, dit oui. c'est immonde ou là ce qu'il n'a pas dit. Quel Mais enfer, c'est quoi ces histoires? je veux dire par là, c'est qu'il est en position défensive là. Oui, mais Et c'est sûr. c'est un discours qui est à consommation interne pour les militaires. C'est pas pour nous, les Oui, parce les que civils bien sûr, ils ne sont algériens. pas très rassurés. Oui, tout à fait. Donc c'était pour eux, puisqu'il a glorifié le rôle de l'armée et tout ce qui va avec. Mais montrez-moi, s'il vous plaît, j'aimerais lire ça à Brahim Senoussi. Brahim Senoussi, vous avez écouté ce que nous a lu Idir Noren? Je le lisais en même temps que lui. Moi, ce qui m'a choqué, attendez que je retrouve, alors, etc., qui se réamorce pour sa dignité culturelle et politique, et, écoutez bien, vous avez lu, mais écoutez, pour moi, c'est très fort de café, et qui dissipera les appréhensions de l'institution militaire vis-à-vis d'un pouvoir civil constitutionnel. Ça veut dire, ils veulent qu'on rassure le pouvoir militaire, lui dire non, n'ayez pas peur, il n'y aura pas un pouvoir civil constitutionnel. Moi, c'est ce que j'ai compris. Il parle de pouvoir, dans la lettre, il parle de pouvoir civil constitutionnel. Oui, ça veut dire qu'il dissipera les appréhensions. C'est-à-dire l'armée a peur que ça ne tourne à la Bérésina, qu'elle ne doive rendre la totalité du pouvoir, mais ce qu'ils proposent, eux, ça pourrait dissiper les appréhensions, les craintes de l'armée, lui dire non, vous allez garder les manettes, rester au pouvoir, c'est vous les patrons. Non, Moi, c'est ça que j'ai compris. C'est Je peut-être. pense que les choses sont très sensibles en ce moment, de plus en plus. Et je crois qu'il faut résister à la tentation d'en finir, d'accord? Oui. Idir Noren vous a dit d'en finir avec qui? D'en finir d'une manière, je ne sais pas exactement, mais c'est-à-dire que attendre un résultat qui se traduirait par la mise à l'écart du général-major ou je ne sais quoi, d'accord? Oui. Et tant qu'on ne l'a pas, je veux dire, donc on continuerait, d'accord? C'est ça. Mais je pense que ça, c'est une tentation dont il faut se départir parce que la situation est grave, tout simplement. Oui. Il n'est pas question de dire que voilà, l'armée doit être dorlotée ou caressée dans le sens du poil ou je ne sais quoi, mais il faut que chacun sorte avec le sentiment de n'avoir pas été humilié. L'humiliation, c'est très grave. Une humiliation, c'est très grave. Mais en plus de l'humiliation, Brahim Senoussi, est-ce que vous êtes d'accord avec certaines personnalités qui sont en train de suggérer qu'il faut rassurer ces gens qui sont de grands prédateurs? On essaie de dire les choses comme elles sont. Qui sont de grands prédateurs qui ont beaucoup volé, beaucoup tué, beaucoup commis de crimes et qui ont peur de partir et de laisser derrière eux la combuse qui pourrait livrer tous leurs secrets, ce qui fait qu'ils sont dans une attitude désespérée, de panique, et ils disent après tout, puisque c'est comme ça, moi je ne lâche pas, quitte à entraîner tout le pays avec moi. Alors ces gens, ces personnalités se disent ce n'est pas très sage de notre part de les acculer ainsi. N'accule jamais un chaton, il devient
un tigre qui te Exactement. saute à la gorge. Il te saute à la figure. Voilà. Alors, est-ce que vous seriez d'accord avec ces gens qui considèrent qu'il faudrait peut-être essayer de négocier avec ces gens une possible je suis d'accord sur le fait rémission de leurs péchés? Oui, je pense que les gens qui ont pris cette initiative, ce sont des gens qui sont respectables, je crois. D'accord? Oui. Donc, je n'imagine pas qu'ils vont se laisser abuser ou se faire avoir ou je ne sais quoi, ou instrumentaliser, je ne crois pas. C'est des gens animés de très bonnes intentions, c'est d'authentiques démocrates, c'est des gens qui sont courageux, on sait, on connaît leur passé, même leur histoire récente, notamment Ali Abdel Nour quand même, où on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Et puis, mais je suis d'accord avec ce qu'il pense, c'est-à-dire qu'il faut essayer, avant d'arriver à l'extrême, il faut essayer de dénouer, de couper le nœud gordien. Voilà, quelque chose comme ça. Restez avec nous, Brahim Snoussi. Idir, vous voulez dire quelque chose? Oui, je dis dans la crise que nous vivons là, c'est une crise d'incompréhension, c'est une crise... moi je pense que dans la déclaration des 19, c'est une manière subliminale de dire il ne vous arrivera rien, mais on doit aller vers un compromis, donc il faut à tout prix. Parce que ce que je n'ai pas pu dire tout à l'heure, par faute de temps, c'est que la société a changé, elle a muté. La jeunesse aussi, elle aspire à plus de liberté, à plus d'épanouissement, à plus de visibilité quant à son avenir, etc. etc. Et l'armée est restée dans ses logiciels des années 70-80 jusqu'à très récemment, je veux dire. Il faut que l'armée aussi entame sa mutation pour se mettre en phase avec la société. Est-ce que c'est ça qu'a voulu suggérer ce communiqué? Et quand ils disent ne pas avoir la crainte d'un pouvoir constitutionnel légitime, c'est une manière de leur dire l'immunité, mais il faut faire quelque chose. Et je suis d'accord avec M. Snoussi, j'ai eu à le répéter 2 ou 3 fois sur le plateau, c'est que dans ce qui nous concerne là, quand on se met à l'échelle du pays, à l'échelle de son avenir, avec les craintes que tout le monde a quelque part, il faut à tout prix ce compromis, il faut qu'il n'y ait ni gagnant, ni perdant, il faut que ce soit la nation et le peuple, mais en mettant des préalables et des fondamentaux, tout ce qu'on a dit. Pourquoi des propos aussi sibyllins? Pourquoi ne disent-ils pas les choses de façon claire que tout le monde comprenne? Hamrouche, par exemple, qui était dans la complication des messages qu'il envoyait. Tout à fait. Maintenant qu'il est devenu plus clair, moins équivoque, moins ambigu, que les gens comprennent, les gens ont beaucoup apprécié sa dernière sortie. Tout à fait. Et maintenant, pourquoi ces mêmes gens n'essayent-ils pas d'aller droit au but? C'est l'art de la communication politique, c'est-à-dire ça laisse ouvert, ça ne peut pas être tranchant et clivant dans une période que l'on vit qui est extrêmement chrysogène, c'est-à-dire mais raison de le plus. feu peut être partout. Raison de plus pour aller droit au but. Moi, je pense que c'est le premier jet. Par contre, je remarque une chose, c'est que le général Benelles n'est pas signataire de la... Oui, alors que d'habitude, ils font équipe. Oui, oui. Voilà, c'est tout, c'est la seule remarque. Initiative, sincèrement, bon, bien sûr, Elle a bien vu. Ils ont le droit de le faire. Oui. Ils ont le droit de le faire. Ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu quand même. Pourquoi? Politiquement, ça me gêne. Parce que elles viennent d'où? Elles viennent d'où? Est-ce que les propositions oui, les propositions, bien entendu. Elles viennent d'où? Oui. Est-ce que c'est les idées que porte la révolution? Je ne crois pas. Pour certaines idées, l'essentiel des idées ne sont pas produites par la révolution. Ni même suggérées. Il faut le dire. Oui. Il faut le dire. C'est ça qui me gêne. C'est la raison pour laquelle je dis d'où ils parlent. Et cela vient d'où? Vous ne sentez pas comme une sorte d'arbitrage qui ne se dit oui, pas... mais parce qu'il s'adresse au pouvoir. Oui. Moi, j'aurais aimé que des personnalités comme cela s'adressent à la Révolution et aillent vers la Révolution et parler, parce qu'ils se posent pas seulement en porte-parole, quasiment. On accepte la présidentielle, pas celle du 12, le principe de la présidentielle, alors que ce que l'on entend, en tout cas moi et d'autres, l'écho qui nous vient, c'est celui de la constituante, c'est celui de la transition. Ce n'est pas celui de la présidentielle. Donc, se poser sur la question simplement de la présidentielle, dans des principes constitutionnels sans dire lesquels, qui va les faire et comment on va les faire, ces principes constitutionnels. Cela me dérange beaucoup. Je suis mal à l'aise
très mal à l'aise. C'est-à-dire que tu avec voudrais cette qu'il y ait plus de initiative. clarté déjà. Bien, oui, mais c'est pas Dans clair. la et on démarche, vient dans de le le mode dire. opératoire déjà. Déjà. Alors, nous allons passer au dernier sujet de notre émission d'aujourd'hui. C'est d'abord cette fameuse loi sur les hydrocarbures, et puis toutes les autres lois qui sont passées en catimini, dont on n'a quasiment rien dit. Hein. Même la presse n'en a quasiment pas parlé. Hein. C'est passé comme une lettre à la poste, doucement, comme si ça s'était fait de nuit, où des lois très importantes ont été adoptées, notamment sur le code de procédure pénale, mais pas seulement, sur la sécurité sociale, sur le droit du travail. Brahim Younsi, d'après vous? Un pouvoir illégitime ne peut pas produire de la légalité. D'abord. Oui, c'est un principe de base. D'emblée, oui. C'est un principe de base. Ils ne peuvent pas produire de la légalité. Ils sont illégitimes. Et on voit une Mais frénésie. de qui vous parlez? Du chef d'état-major? De tous. Du chef de l'État par Oui, de intérim? tous. Du Parlement? De tous. Tous sont illégitimes. Évidemment, ils sont hors constitution. Cette constitution dont nous ne voulons pas déjà. Qu'ils ont faite pourtant à leur mesure. Oui, mais elle n'est plus en vigueur, cette constitution, depuis des mois. Elle n'est plus en vigueur. Oui. Elle est caduque. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il est légitime pour élaborer des projets de loi, les faire voter par une assemblée fantoche? À un moment pareil. Et oui, en plus. C'est la croisée des chemins, Mais en quasiment. plus, alors qu'il y a une révolution populaire. Mais la loi qui pose le plus de problèmes, me semble-t-il, en dehors de la légitimité de la faire et de la faire voter, c'est la souveraineté. Cette loi sur les hydrocarbures pose une question énorme de souveraineté et pose, à mon sens, la question de l'État national. Nous savions que l'État national était inopérant, inexistant, dans la soumission au dehors, mais aujourd'hui avec cette loi élaborée à l'étranger, par des étrangers. Oui, elle a été élaborée dans un bureau d'études américain, mais pas seulement. C'est la même de 2006, nous dit-on. C'est une mouture légèrement modifiée de celle que Bouteflika voulait faire passer, sur laquelle il était revenu. Cette question de la souveraineté de l'État algérien. Il n'y a pas de souveraineté de l'État algérien, de l'État national à l'extérieur, au dehors, et il n'y a même plus de souveraineté de l'État national au-dedans, à l'intérieur. Des lois que nous devons appliquer. Oui. Des lois que nous devons appliquer. Qui sont désormais... Donc, la question de l'État, d'ailleurs, j'ai cité Bauman tout à l'heure, nous sommes dans ce monde liquide qu'il a théorisé. Nous donnons un récipient, et nous nous adaptons au récipient qu'on nous donne. Absolument. Si le récipient est carré, nous devenons carrés. Oui. Donc nos lois nationales nous sont inspirées, faites, élaborées à l'extérieur, à l'étranger et par des étrangers. Et le comble voté par un Parlement qui n'est pas légitime. Mais oui, on vient de la fraude, au préalable. Validé par un chef d'État qui est anticonstitutionnel et très probablement ordonné par le chef d'état-major. Parce que sans le chef d'état-major, si le chef d'état-major n'était pas d'accord, cette loi ne peut pas passer, puisque c'est le seul maître à bord. Non, pourquoi je parle de l'État national lui-même? Parce qu'en plus, dans 2 mois, quand un malheur n'arrive jamais seul, dans 2 mois, il y a l'application des accords d'association et de l'accord de libre-échange. Oui. L'Algérie deviendra un marché, un simple marché, parce que la loi, la zone de libre-échange va entrer en vigueur à partir du mois de janvier 2020. Si nous avons offert à l'Union européenne un marché tout à fait gratuitement. Et on ne pourra plus dire charbonnier, maître chez soi. Oui, on ne pourra plus le dire. Pas même.
avec par un plat de lentilles. Pas même un plat de lentilles. Gratuitement, nous lui avons offert le marché algérien. Et le problème, c'est que c'est la ressource principale, quasiment la ressource unique pour le moment des Algériens. Du point de vue, oui, bon, du point de vue des exportations, etc. Ah oui, c'est la seule ressource. Oui, 98% provient de... Brahim Senoussi, sur cette loi sur les hydrocarbures, mais pas seulement, sur d'autres lois qui ont été votées par ce Parlement, dont tout le monde sait qu'il a été élu à 10% de l'électorat, seulement 10%, et grâce au bourrage des urnes, il a été monté artificiellement à 30% à peu près. Donc ce Parlement le moins bien élu de l'histoire et qui, de plus, dont tout le monde sait que les députés ont acheté leur siège quasiment aux enchères publiques, viennent de voter une loi, pas seulement une loi, des lois dans quasiment le silence le plus total, dans l'obscurité la plus totale. Alors, l'effet de ces lois est immédiat. Vous savez que quand on adhère à ce type d'accord, on ne peut pas garder des prix protégés, des marchandises ou des denrées protégées, c'est-à-dire soutenues par l'État. On est obligé de s'aligner sur le cours mondial. Il n'est pas question pour un Européen de payer plus cher son gaz qu'un Algérien pour le même service rendu. Et donc là, effectivement, il peut y avoir c'est une source de problèmes sociaux à venir. Et à mon avis, c'est quelque chose qui ne se passera pas comme ça. Mais Brahim Senoussi, est-ce que le peuple algérien, demain, quand il aura recouvré sa souveraineté sur son pays, quand il aura fait partir ses gens et qu'il aura élu ses vrais représentants dans des élections vraiment sincères et honnêtes, est-ce qu'il ne pourra pas dire non, non, moi je ne reconnais pas ces lois qui ont été volées, qui ont été votées, quel lapsus, hein, qui ont été votées de façon scélérate? Il y a des cas de pays qui ont refusé de rembourser des dettes parce que ces dettes provenaient ont été produites par leurs gouvernants et qu'ils estiment qu'ils n'ont pas à faire l'objet, c'est pas à eux de rendre l'argent de la prédation, parce que l'argent de la prédation est parti en Europe. Voilà. Brahim Senoussi, une dernière question avant. Oui, allez-y. Il y a toujours de la place pour la négociation, pour un échange, pour la politique. Oui. Mais d'après vous, Brahim Senoussi, comment faire, et ce sera ma dernière question pour vous, comment faire pour essayer d'inciter ces gens qui ont la réalité du pouvoir en Algérie, c'est-à-dire l'armée, pour l'amener à négocier réellement avec le peuple, seul détenteur de la souveraineté, ou du moins qui est censé être le seul détenteur de la souveraineté sur son pays. Comment faire pour les convaincre de venir négocier leur départ et la restitution du pouvoir au peuple algérien? Je n'ai pas la pierre philosophale. Vous pensez bien que si je l'avais, je la mettrais tout de suite en action. Ouais. Mais j'espère qu'au fond, moi je pense qu'aucun individu n'est complètement, radicalement mauvais. Il reste toujours une brèche, une lueur, etc., qui le ramène à la raison, qui lui fait envisager les choses de manière un peu différente, et voilà. Quand je pense au général Gaïd Salah, je n'oublie pas son passé de résistant. Il a quand même été un moudjahed, il était tout jeune, il est monté au maquis, etc. Et il faut que quelqu'un lui rappelle chaque fois le pourquoi de sa montée au maquis. Pourquoi êtes-vous monté au maquis? Si c'est né pour libérer ce peuple et pour libérer cette terre. La terre a été libérée, certes, mais le peuple pas du tout. Et merci. Donc, j'ai un espoir comme ça qu'il y a des amendements possibles. On ne peut pas aller comme ça, de manière consciente, vers un inconnu lourd de menaces. Voilà. Brahim Senoussi, merci. Espérons que la pierre philosophale naîtra d'elle-même et qu'elle pourra transformer le plomb en or. Merci beaucoup, Brahim Senoussi. Au plaisir de vous retrouver. Oui. Nous arrivons bientôt à la fin. Et donc, j'ai l'impression que nous n'avons pas suffisamment parlé de ces lois
qui sont passés quasiment. Tout à fait, parce qu'au-delà de la loi d'hydrocarbures, Brahim a été très clair là-dessus, le problème de souveraineté nationale, d'illégitimité des institutions qui sont là, qui pour moi sont hors constitution depuis le 9 juillet déjà. Et dans l'exposé de Brahim, il était dans l'ordre du principe déjà, c'est-à-dire du principe de légitimité à pouvoir engager l'avenir du pays. Il a très malicieusement, intelligemment placé le problème de souveraineté nationale. Quoi dire de plus? Maintenant, quant à la loi elle-même, moi je ne suis pas expert pétrolier, je n'ai pas d'aptitude à pouvoir dire est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise. Mais dans l'ordre constitutif du principe, évidemment, ça ne peut pas être fait par un Parlement illégitime, par une présidence d'État illégitime. Ça paraît évident, et par probablement un vote à l'Assemblée nationale et au Sénat qui sont tout aussi illégitimes. Par contre, on n'a pas parlé aussi des amendements de la procédure pénale, ouais, qui donnent aux officiers de police judiciaire le pouvoir d'aller enquêter dans des entreprises publiques sans être habilités par une habilitation par le procureur. Est-ce que ça renvoie à l'amendement qui a été fait à la police judiciaire des services de sécurité de l'armée? Est-ce qu'on peut remettre ça dans le dispositif total où le président d'État, probablement sur instruction du chef d'état-major, a changé plus de 25 procureurs sur 25 cours, et en plus, ils ont changé 40 directeurs de sûreté de wilaya, oui, sur le territoire national. C'est pas gratuit, Est-ce que ça participe du même dispositif, ou est-ce qu'on va arriver vers des dépassements qui ne seraient pas contrôlés pratiquement, bien que l'officier de police judiciaire, évidemment, est habilité à. Mais dans ce cas de la procédure pénale... Le CCP, le Code de procédure, le CPP, oui, Code de procédure pénale, est un rouage particulièrement sensible, important de la justice. Tout à fait. De la justice, de la police, des services de sécurité. Il y a eu pas mal de conclusions de marché de gré à gré, il y a eu pas mal de choses. Donc on a probablement focalisé sur l'ego des Algériens qui est légitime à dire la souveraineté, les hydrocarbures, etc. Parce qu'on a élevé notre pays, notre jeunesse, et nous-mêmes, on a été jeunes avec cette histoire de pétrole, de rente, etc. Et là, la jeunesse s'en empare aussi, tout le bled et compagnie. Donc, c'est toutes ces questions. Et puis, est-ce que cette loi sur les hydrocarbures, adossée à toutes ces lois qui sont passées de manière, on va dire, plus dissimulée, est-ce que ça n'a pas été un leurre pour casser... Pour nous faire oublier le reste qui passait en dessous. Tout à fait, qui sont tout aussi importants, à mon avis. Brahim Snoussi, sur ce fameux principe que vous avez évoqué, Brahim Younsi. C'est vrai, maintenant que j'y pense, c'est vrai que c'est excessivement, j'allais dire, important. C'est ce qu'ils ont commis en termes de... Surtout sur cette loi des hydrocarbures. Quelles qu'en soient les dispositions qu'on ne connaît pas encore très bien, nous ne sommes pas spécialistes en la matière, mais est-ce qu'on a le droit de disposer ainsi d'une affaire aussi importante, aussi déterminante, qui va peser sur l'avenir de la nation pendant des années, si nous n'arrivons pas à la démanteler? La loi sur les hydrocarbures, évidemment, c'est une loi qui nécessite des connaissances approfondies dans les questions pétrolières, c'est clair. Oui. Je l'ai lu, en termes économiques aussi, en termes financiers. Évidemment. Même les contrats, les trois types de contrats octroyés, je ne vais pas les citer, mais il y a trois types de contrats. Mais je reviens encore à la souveraineté et à l'État national. C'est ce que pose, parce que nous sommes là pour traduire politiquement ce type de loi précisément. Absolument. C'est pour les traduire politiquement. C'est ça, je pense, le rôle qui est le nôtre, et non pas jouer les experts. Parce que certains économistes vous disent il faut arrêter de jouer avec ça. L'économie de demain, ce n'est plus cette crispation autour d'un nationalisme exacerbé. Ils ont mis même ça en perspective, c'est 2028-2030. Ce n'est pas le problème. Le problème est que est-ce que l'État national algérien aujourd'hui, il y a d'autres États nationaux qui vivent la même chose, demeure encore le cadre de régulation et le législateur? C'est ça aussi la souveraineté. Oui. Est-ce que c'est un cadre toujours pertinent de régulation de la société algérienne?
Tout à fait. Je te rejoins tout à fait. Ouais, c'est d'une importance capitale. C'est d'une importance capitale. Quant à la loi elle-même, bien sûr, quand on la lit, on voit certaines mesures que l'on pourrait considérer comme dolosives. Dolosive. Oui, c'est-à-dire il y a des fautes, il y a des choses qui sont au détriment de l'Algérie l'intérêt national. et de l'intérêt national. D'accord. Il y a un dol, comme disent les juristes, c'est des dispositions, certaines dispositions sont dolosives. Et autre chose, nous sommes en révolution, en véritable révolution. Oui. Et cela s'est passé, ce qui me vient à l'esprit, c'est les emprunts franco-russes qui n'ont pas été remboursés jusqu'à ce jour. Un siècle et quelques. Parce que la révolution est arrivée, les emprunts franco-russes ont été contractés par le tsar, par Nicolas II, et la révolution a fait table rase du passé. Il y en a d'autres. Ouais. C'est-à-dire les emprunts franco-russes n'ont pas été remboursés. Il n'y avait pas de tribunaux d'arbitrage internationaux à ce moment-là, c'est pour te dire. Voilà. Oui, mais cette loi, c'est la raison pour laquelle je pose la question de la souveraineté et la question de l'État national. Oui, tout à fait, tu as entièrement raison de ce côté-là. Ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est une loi nationale? Là, cette loi ouvre le champ. Pour moi, elle est antidémocratique au vu de l'état de nos institutions et de leur légitimité. Et elle est antinationale. Comme l'a dit Hamrouche. Ah ben voilà, j'ai repris Hamrouche. Alors, le mot de la fin, très vite. Le mot de la fin, quoi dire? C'est appeler à continuer ces manifestations jusqu'à satisfaction des désirata du peuple et de la jeunesse. C'est éviter tout mouvement qui pourrait perturber le côté pacifique. Il faudra insister dessus. Et je pense qu'il faudrait peut-être déjà préparer... le 12 décembre arrive très vite. Oui. Quelles sont les mesures que pourrait prendre le Hirak, non pas pour bloquer, parce qu'il faut être démocratique, mais pour aller vers plus collé à la réalité et plus voir quels sont les moyens qu'on pourrait faire, qu'on pourrait mettre en œuvre pour dissuader nos concitoyens d'aller voter. Mais vraiment 15 secondes. Hein. Parce que vous avez parlé de Hamrouche. Oui. Hamrouche avait défendu l'État westphalien, c'est-à-dire l'État national. Oui. Et à l'évidence, l'État westphalien algérien est mort. Et c'est le mot de la fin, mais je voudrais vous dire avant de vous quitter, mes chers amis, d'abord merci Brahim Younsi, merci Brahim Snoussi, je ne me suis pas trompé là. Merci Dirou Nouren, merci à vous chers amis. Ce régime est en train de se déliter, vous l'avez vu de vos propres yeux, il est en panique, il a peur, il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps et il est en train de mettre les bouchées doubles, si je peux dire, des choses et d'autres dont on ne devine même pas pourquoi il est en train de les mener de cette façon. Mais s'il y a une chose qui a déjà remporté la victoire, c'est la Selmiya et ça la Khawa Khawa. Nous resterons pacifiques et nous resterons soudés les uns aux autres, fraternels, jusqu'à la victoire finale. Khawla khair b'slama. يستاق الحرية يا لو كان فوق قسم ذهب سقسيت على الحق قالوا دفنوه بالباطل حسب الفقراء اسمع صرخة المواطن بالقطارة بالقلم باللي كرد بقال الناضل من يتقص لساني أفكاري نبقى نعبر صوت الشعب صوت الحقيقة غني لحن الحرية داوي الجنحين الجريحة وصاي وبركات ما نولوش للي فات ما نولوش للي فات وبركات قلنا بركات ما نولوش للي فات ما نولوش للي فات أنا عبيد ما نركعوا للأصنام مازال فيها الرجال وتبان معالية صبرنا سنين ومحال يدوم الحال عطونا الوطن الحرية والسلام قلوب رشات واحنا جامي لا ننساه الظلم الحقرة الحراكة اللي مشى بلادي أمانة واحنا لازم نتربى وإرد الشهداء اللي خلاو الحكايات
الشهيدة اللي في سبيلها مات. واحكي لي عن الناس اللي هزرت ما ولات، اللي نسات واللي تنفات واللي من دموع التعمات. لا كان انتو ما نسيتو حنايا ما ننساوش، اللي قال الحق هربوه دلوه جوعوه، سمعوا باللي الوطن غالي راحوا باعوه. ما لا قاوم 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 عجل بلادك، عجل حياتك، عجل ولادك. ما لا قاوم 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 عجل حياتك، عجل ولادك، عجل بلادك. وبركات وبركات منولوش للي فات، منولوش للي فات. وبركات قلنا بركات منولوش للي فات، منولوش للي